Payer comptant, est-ce que ça nous rend content? Est-ce qu'il y a un intérêt à ne pas payer d'intérêt? Doit-on se donner du crédit pour avoir décidé de ne pas payer à crédit? Mais là, hein? Bon, mais imaginez quand en plus on vient tout juste d'avoir 18 ans et qu'on se demande si on a bien fait d'écouter ses parents. C'est le genre de question existentielle que s'est posée Mylène Saint-Sauveur. J'ai eu du fun avec cette petite voiture-là. Mon frère y avait donné un nom, elle s'appelait Klaus. Je l'adorais. Je me suis payé des souvenirs, par exemple, avec ce montant-là. Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Mylène Saint-Sauveur, salut. Salut. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Salut. Enchantée. Mylène, tu as commencé ton métier de comédienne alors que tu avais à peine une dizaine d'années, c'est ça? Oui. Et depuis, on a pu te voir dans des émissions de télé, des films, sur les planches du théâtre au Québec, aux États-Unis, en Europe. Quand on commence à travailler aussi jeune, ça nous plonge rapidement dans la réalité des adultes, y compris pour les questions de finances et de consommation. Ça a influencé à plein de niveaux. Premièrement parce que en ayant plus de sous rapidement, j'ai dû être plus autonome. J'ai dû voir à mes finances rapidement. Mais ça a fait en sorte que j'ai dépensé beaucoup aussi. Ça a peut-être influencé de la mauvaise façon ma façon de consommer, je pense. Puis aujourd'hui, est-ce que t'as revu ces comportements-là? À quel moment J'ai pas eu le choix, en fait. Je me rends compte que depuis quelques années, je suis davantage prudente avec mes sous parce qu'on se rend compte que ce métier-là, c'est en dents de scie, hein, ça peut s'arrêter à tout moment. Puis l'argent, c'est pas vrai qu'on en a toujours. Je me suis acheté un condo très jeune aussi, dans la vingtaine. J'ai dû donc devoir commencer à faire un budget, payer mes épiceries, payer mes taxes, payer la taxe de bienvenue. C'est toutes des choses que j'ai dû apprendre. Puis j'avais pas nécessairement l'éducation non plus pour comprendre toutes ces choses-là. On m'avait pas parlé beaucoup de ces choses-là adolescente. Donc j'ai appris, je pense, beaucoup sur le tas. Puis maintenant, je suis plus prudente. Puis je me suis surtout bien entourée. Maintenant, je suis plus intelligente par rapport à ce que je fais avec mes sous. Mylène, au moment où tu entrais officiellement dans ta vie adulte, tu as fait un achat important, un achat d'ailleurs pour lequel tu te poses encore des questions des années plus tard. Mon Dieu, tellement. Donc, je raconte l'histoire. Ça puis promet. on dirait que j'ai quasiment une crotte sur le cœur encore en parlant. Mais alors, on est en 2008, j'ai 18 ans et je me cherche une nouvelle voiture parce que j'ai déjà conduit sur le véhicule de mes parents, de mes grands-parents, d'un ex-copain. Et là, je suis due pour avoir mon véhicule. Je fais souvent Saint-Hyacinthe-Montréal pour aller tourner. Donc, ça me prend une voiture. J'ai dans ma mire une petite voiture chez Hyundai qui est une petite accent vraiment très mignonne qui convient parfaitement à mes besoins. C'est vraiment cette petite voiture-là qui me permettait d'aller chercher donc une voiture neuve, toute équipée pour à peu près, là je dirais 15 000 $ à peu près. D'accord. C'est de l'argent que j'ai dans mon compte et mes parents de me conseiller en me disant écoute, tu l'as l'argent, ça va être un souci de moins si tu le payes comptant. T'es bonne pour une couple d'années à juste payer tes changements d'huile puis tes pneus d'hiver puis c'est un souci de moins, t'as pas besoin de mettre ça sur une carte de crédit puis d'avoir de l'intérêt qui s'accumule. Mais des années plus tard, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Est-ce que j'aurais pas pu, par exemple, mettre cet argent-là dans un compte et faire fructifier ça pendant des années et payer, par exemple, mes paiements mensuellement et quand même arriver à payer ma voiture avec les années qui suivent? Sans intérêt, parce qu'à ce moment-là, le taux d'intérêt était même à 0%. Pour la voiture. Pour la voiture. Donc, j'aurais pu, je pense, intelligemment faire un peu de sous sur une dépense comme celle-là, qui est une énorme dépense à 18 ans. Puis en plus, à 18 ans, je venais de commencer à avoir une carte de crédit. Donc, mon crédit était à bâtir. Puis en faisant un geste comme celui-là, je pense que j'aurais pu aussi me bâtir un super bon crédit. C'est ce que je pense. Mais après, peut-être. On va apporter des nuances à ça. On a des nuances à apporter. On aime ça. Bon, là, on va quand même tout de suite préciser que cet épisode de balado n'est pas une intervention de Mylène envers ses parents. Hein? Non, bien sûr. Puis c'est pas un reproche. Hein. On fait avec ce qu'on a, puis c'est parfait. À l'époque, c'est ce qu'on pensait être le meilleur. Mais peut-être qu'il y a d'autres options qui s'offrent à moi, en fait. Mais on va en profiter justement pour évaluer divers scénarios qui s'offrent à nous quand on veut acquérir une voiture. Bon, Mathilde, ce sont quoi là, les options de paiement
quand on achète un véhicule. Oui, quand on achète une auto, qu'elle soit neuve ou usagée, qu'on passe chez le concessionnaire, en fait, on a 3 options. La première, c'est celle que tu avais préconisée à l'époque, c'est-à-dire de payer la voiture au comptant. Sinon, tu peux être financé directement auprès du fabricant ou du concessionnaire. Ou encore, la 3e option, c'est d'être financé par ton institution financière, donc par le biais soit d'un prêt personnel, un prêt auto ou encore une marge de crédit. Et donc, chacune de ces options-là a des avantages, des désavantages, mais ce qui est certain, c'est que quand tu payes comptant, évidemment, tu évites de payer les frais de crédit, donc les fameux intérêts qui s'accumulent au fil des années. Par contre, tu l'as constaté, Mylène, ça t'enlève un montant qui est quand même considérable, qui aurait pu servir à tes dépenses courantes, mais aussi potentiellement un investissement que tu aurais pu faire. Ben tout à fait. En fait, à cette époque-là, je me rappelais que je voulais déjà aussi commencer à déménager. Puis je m'étais dit, peut-être alors utiliser cet argent-là pour une mise de fonds aussi sur une maison. Disons que j'aurais mis 5 000 $ de ma poche pour assurer un certain montant pour la voiture. Après ça, j'aurais pu avoir peut-être un 10 000 à mettre dans une mise de fonds. Puis ça, c'est considérable quand même comme montant à un si jeune âge. Oui. Alors voilà. Comme dans un antépisode, là, on va voir qu'est-ce qui aurait pu se passer si Mylène, au lieu d'écouter ses parents et de payer une voiture comptant, avait plutôt écouté, disons, sa cousine Julie qui travaille dans une banque. Là, je viens d'inventer ce personnage-là. Écoutez donc Julie qui travaille dans une banque et t'aurais placé cet argent dans un REER ou un CELI pour le faire fructifier. Hein? Si on évalue ce scénario, bonne idée, Mathilde? En fait, il faut se demander, pour commencer, est-ce que tu peux te passer de tout cet argent-là pour payer tes dépenses, notamment liées au véhicule, parce que tu le sais, là, il y a l'entretien, les assurances, l'essence. Une fois qu'on a réglé cette question-là, faut aussi déterminer si c'est plus payant de faire fructifier cet argent-là dans des placements sur la même période que le financement de ton auto. Et pour ça, il faut comparer les taux d'intérêt. Donc, par exemple, si le taux d'intérêt de l'emprunt sur le véhicule est plus élevé que celui que tu peux obtenir dans un placement, à ce moment-là, c'est mieux de payer le véhicule au comptant. À l'inverse, si le taux d'intérêt dans un placement est plus intéressant, à ce moment-là, tu fais financer ton auto. Faut aussi garder en tête qu'en plus, quand tu places ton argent dans un REER, ça te permet en plus de réduire ton revenu imposable. Donc, tu payes moins d'impôts. Donc, il y a plein de variables. Faut sortir sa calculatrice. C'est pas simple. Mais une autre option, c'est celle de faire une mise de fonds. Donc, de payer une partie de l'auto comptant et le reste, l'autre montant, là, tu payes les intérêts, mais le prix du véhicule est moins élevé parce que tu payes des intérêts sur un plus petit montant. Comment on peut démêler tout ça si on n'a pas, par exemple, des parents ou même la famille ou des amis qui s'y connaissent? Vers qui on se tourne? Un planificateur financier, dans ce cas-ci, je pense que ça aurait été avisé. C'est le genre de personne qui peut te dire, voici, si on place ton argent selon ton profil dans tel type de placement, tu vas avoir tel rendement. Alors que les taux d'intérêt sur ton véhicule, ça va être de combien? C'est le genre de personne qui va pouvoir faire ce calcul-là pour toi, t'accompagner dans ces questionnements-là. Ah génial, vraiment. Je pense que c'est ça que ça m'aurait pris à cette époque-là, en tout cas. Oui, je te dirais que même quelques décennies après mes 18 ans, je me pose souvent bien des questions quand je lis ce genre de vocabulaire. Donc, avoir des simulations, c'est vraiment intéressant. Bon, allons-y avec un autre scénario. Mylène, tu suis la vie de ton cousin Daniel, agent immobilier. Autre personnage inventé. Et là, tu fais une mise de fonds pour ton condo, justement, que tu voulais t'acheter. D'abord, est-ce que c'est réaliste quand on a 18 ans? De faire une mise de fonds pour un achat comme ça. Mais moi, je trouve que c'est la question à se poser parce que c'est évident que ton 18 000 $, si on se reporte là à cette époque-là, dans le marché immobilier, tu aurais certainement pu faire une mise de fonds. Avec le boom immobilier qu'on a connu dans les dernières années, ça aurait été un excellent placement. Mais il faut se mettre dans les souliers dans lesquels tu étais à cette époque-là. Tu as 18 ans. Est-ce que tu étais prête à devenir propriétaire à cet âge-là, d'une part? Et il aurait fallu que tu payes non seulement ton hypothèque, mais en plus les versements pour ton auto. Donc, ça fait des dépenses qui sont plus élevées. Donc, je pense que c'est facile de dire après coup, j'aurais donc dû, mais à cette époque-là, t'avais pas de boule de cristal non plus, là. C'est très vrai. Je pense que c'est judicieux ce que tu donnes comme conseil parce que de revoir ça avec mes yeux d'adulte, ça change la donne, on dirait. Oui. Cela dit, est-ce que tu considères quand même que ta voiture payée comptant t'a rendu de loyaux services? Oh oui. T'en avais besoin à l'époque. J'en avais besoin à l'époque parce que je faisais la route de Saint-Hyacinthe à Montréal à tous les jours pratiquement pour venir travailler sur les plateaux de tournage. Écoute, elle a rendu l'homme l'année dernière, donc je l'ai vraiment toffé, là. Okay, c'était fiable comme auto. Vraiment, ça m'a vraiment bien servi. Puis j'ai eu du fun avec cette petite voiture-là. Mon frère, il avait donné un nom, elle s'appelait Klaus. Je l'adorais.
Non, vraiment, j'ai fait des beaux road trips avec cette voiture. Je me suis payé des souvenirs, par exemple, avec ce montant-là, vu comme ça. Payé cash, par Payé exemple. cash, c'est ça. Bon, on va quand même tenter de répondre à la question. Est-ce que Mylène a fait, dans le fond, un choix judicieux en payant sa voiture comptant? Mathilde, tu es allée chercher l'avis d'une autre personne. Là, c'est pas un personnage inventé, c'est pas quelqu'un qui a un lien familial avec Mylène, mais quelqu'un qui est très bien placé pour parler automobile. Oui, on est allé parler au président de l'Association pour la protection des automobilistes, l'APA, pour lui soumettre en fait ton cas et tu peux te rassurer, Mylène, parce que lui, il trouvait vraiment que tu avais fait une excellente affaire en 2008. Bon, tu le disais, tu avais besoin de ce véhicule-là pour tes déplacements réguliers. Tu as conservé ta voiture longtemps aussi, sur 13 ans, donc ça, c'est pas rien. C'était un modèle qui était économique en plus. Donc lui, ce qu'il a évalué, c'est que sur ces 13 années-là, la dépréciation de ton achat, la dépréciation nette, parce qu'on le sait, quand on achète une auto, à partir du moment où elle sort du concessionnaire, elle perd en valeur. Mais toi, sur 13 années, on parle de moins de 1400 $ par année, la valeur de l'auto qui a baissé, ce qui est vraiment très bon. Donc, lui considère que tu as pris une bonne décision. Oh, ben, je suis vraiment surprise, en fait, oui, c'est vraiment de la réponse de ça, mais ça me fait plaisir en même temps de savoir que c'était pas si mal avisé. Ouais, si mal avisé. On a justement tes parents sur la ligne. Ils voudraient témoigner de leur satisfaction, de leur soulagement. Bon, sérieusement, passons, disons, à un nouveau véhicule. Disons qu'on a besoin de se procurer un nouveau véhicule. Mathilde, comment ça fonctionne là, dans les détails, le financement auto? Commençons par le financement auprès d'un concessionnaire. En fait, quand tu fais affaire avec un concessionnaire, que tu prends le financement là-bas, ben tu conclus habituellement un contrat de vente à tempérament. Donc ça veut dire que tu paies ton auto, mais en faisant des versements étalés sur une période plus ou moins longue. Donc ça peut aller de 2 à 8 ans, mais la plupart des gens vont aller de 72 à 96 mois. Donc ils payent leur auto pendant 6 à 8 ans, ce qui est pas une durée qui est recommandée parce que ça veut dire que tu vas payer beaucoup d'intérêts sur le long terme. Et officiellement, ce qui arrive, c'est que ton auto demeure la propriété du commerçant jusqu'à ce que tu aies payé l'entièreté là, donc des versements. J'ai visité récemment un concessionnaire et la personne chez le concessionnaire m'a dit « il faut vraiment que tu aies un prêt avec nous parce que de toute façon, ça vaut pas vraiment la peine de prendre un prêt à ta banque. » Est-ce qu'un prêt auto avec une institution financière, c'est la même chose? Oui, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est simplement que le prêteur, c'est l'institution ou la banque qui, elle, va fixer ses propres taux, ses propres conditions également. Donc, elle pourrait, par exemple, te demander une mise de fonds minimale, un montant d'emprunt. Si tu passes par un prêt auto, auprès d'une banque, la banque est propriétaire de l'auto jusqu'à ce qu'elle soit payée au complet, mais c'est pas le cas si tu prends une marge hypothécaire ou si tu prends un prêt personnel. À ce moment-là, tu pourrais vendre l'auto avant d'avoir terminé tes paiements. Donc il y a cette nuance-là. À noter aussi que la compagnie de crédit ou le concessionnaire doit au préalable évaluer ta capacité à payer. Donc ta capacité à rembourser finalement le prêt, le crédit. Ce qu'on appelle la cote de crédit. Oui, tout à fait. OK. On sent là qu'elle est éduquée maintenant en termes financiers. De plus en plus, mais la littératie financière, c'est vraiment important. C'est complexe aussi, puis pour démêler tout ça, j'ai l'impression que parfois il peut y avoir certaines institutions qui en profitent parce que on peut facilement s'y perdre, je pense. Notre cours d'économie au secondaire est bien loin. Justement, est-ce qu'il y a d'autres choses dont il faut se méfier quand vient le temps de souscrire à un prêt pour acheter une voiture? Oui, absolument. Notamment les options supplémentaires. Là, si par exemple tu veux prendre un toit ouvrant comme option sur ton véhicule, parfois c'est pas inclus dans ton prix de base. Donc ça veut dire que tu vas payer des intérêts sur ces options-là. Et l'autre chose à surveiller, c'est vraiment de faire attention aux ententes de financement sur le long terme, là, principalement celles de 84 ou 96 mois, pour 2 raisons. La première, c'est que les intérêts sont souvent très importants. Donc le prix du véhicule au final va être beaucoup plus cher. D'ailleurs, sur le site de l'Office de la protection du consommateur, il y a un calculateur qui te permet de voir le montant des frais de crédit à payer selon la durée de paiement. Donc, pour vous donner un exemple concret, si une voiture est affichée à 26 000 $, tu décides de la payer sur 8 ans à 7 % d'intérêt, au final, ta voiture, elle va te coûter 8 000 $ de plus. Donc, on parle d'un véhicule en réalité de 34 000 $. Ça fait une différence. Ben oui, c'est presque le tiers de plus, là. Exactement. Et la deuxième raison, c'est que si tu prends un prêt sur une aussi longue période, t'es perdant si jamais tu gardes pas ta voiture assez longtemps parce que c'est possible que le montant qu'il reste à rembourser soit plus élevé que la valeur de l'auto sur le marché. Donc ça, c'est un réel problème. La location,
Est-ce que tu as été intéressé par la location d'un véhicule? On l'a considéré, effectivement. Oui. On a essayé de faire nos calculs, mais là, j'entends ce que tu me dis, puis on dirait que ça me met encore plus de points d'interrogation dans la tête. Ben, la location, c'est vrai que ça peut être un bon choix pour certaines personnes, surtout si pour toi, c'est important de changer de voiture régulièrement, d'avoir des véhicules récents. Par contre, c'est un choix qui a un coût quand même, parce que ça veut dire que tu deviens jamais propriétaire du véhicule. Mm-hmm. Après, bon, pour les gens qui conservent leur voiture longtemps comme toi, quand même 13 ans, c'est pas mal. Ben, à ce moment-là, en fait, la location, ça se compare à un prêt auto conventionnel. Donc, ça veut dire que dans les deux cas, tu as une dette. La grande différence avec la location, c'est que à la fin du contrat, ben, tu dois rembourser le solde de ta dette, mais soit en retournant la voiture ou en la rachetant. Actuellement, bon, il y a une pénurie de véhicules, donc ça peut être une bonne idée de racheter, parce qu'une fois que tu la laisses partir, il faut que tu en trouves une autre. C'est ça. Puis, il y a le financement à regarder, évidemment. Si le financement entre la location et l'achat est relativement semblable, un des avantages de la location, c'est que si jamais tu tombes sur un citron, ben tu peux t'en départir à la fin du bail. Ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Ouais, t'es pas pris dans une relation à long terme avec à laquelle tu veux pas être. Donc, si j'essaie de résumer tout ce qu'on vient de dire, là, l'idéal, c'est vraiment de prendre le temps de comparer les options et aussi d'aller voir peut-être un ou une spécialiste en planification financière. Oui, puis surtout de respecter sa capacité de paiement, limiter son endettement, garder un coussin pour les imprévus. Alors tout ça, il y a beaucoup de variables en jeu. Effectivement, d'être accompagné par un ou une spécialiste, là, ça peut pas être une mauvaise idée. Mylène, quand même eu le temps de remplacer ta voiture, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait de ce que vous venez de dire. Ma voiture, Klaus, de son prénom, elle a rendu l'homme l'année dernière en plein pendant notre recherche en fait de nouveaux véhicules sur la 40. On était en train de visiter des concessionnaires et mon moteur a lâché. Donc on s'est dit ben allons la porter directement au concessionnaire Hyundai et de là j'ai racheté une nouvelle voiture parce que ça nous en prenait une. Nous on voulait racheter une hybride rechargeable et c'était pratiquement le seul concessionnaire dans ce coin-là de Montréal là, qui avait des véhicules prêts à vendre à ce moment-là. C'était un contexte, disons, d'urgence, surtout que bon, j'allais accoucher dans quelques mois, donc on n'avait pas le choix d'avoir un véhicule qui était aussi sécuritaire pour le nouvel enfant. Et oui, parce qu'accoucher sur le métropolitain. Non, c'est pas une bonne idée. Pour l'avoir fait, c'est pas vraiment le fun. Mais là, la question qui me brûle les lèvres, est-ce que tu as payé cette deuxième voiture comptant? Non, j'ai pas payé comptant. Je l'ai payé à paiement régulier qu'on place là directement avec une banque. Donc, je pense quand même avoir fait une bonne affaire cette fois-ci. Mylène Saint-Sauveur, on te souhaite donc bonne route et bonne continuation dans tous tes projets. Qui sait, peut-être que tes parents ont été à l'écoute, qui te demanderont maintenant conseil avant de faire un achat important. Ça me ferait plaisir. Puis si jamais quelqu'un a besoin d'un lift, n'hésitez pas, je suis là. En passant, est-ce que ta nouvelle voiture a aussi un nom? Non, mais on peut la baptiser ensemble, par exemple. Avez-vous une idée? Métropolitaine? La métropolitaine. J'adore ça. En souvenir de l'ancienne. J'adore. Mathilde, merci. Merci. Mathilde Roy, donc journaliste à Protégez-vous, qui nous a offert des réponses claires à nos questions mêlantes et existentielles sur le financement automobile. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.